Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, l'insertion du secteur minier dans les économies des pays africains est au centre de la deuxième édition de la SAMAO. La semaine dédiée aux activités minières débute ce 28 septembre à Ouagadougou. Des stratégies, des solutions, mais aussi des opportunités. Ce sont là les promesses de l'événement. Ces promesses à elles se concrétisent avec la visite du président de la Banque africaine de développement au Burkina. L'institution annonce une enveloppe de 500 milliards de francs CFA comme promis lors de la table ronde de Paris sur le financement du PNDS. Le secteur agricole et celui de l'énergie sont les piliers de cette aide au développement. Thomas Sankara, La liberté contre le destin est le dernier ouvrage signé Bruno Diafré. L'un des biographes du père de la révolution burkinabé a présenté l'œuvre qu'il juge complète sur la vie, mais aussi la mort de l'illustre disparu il y a 30 ans, en cette année 2017. Et puis, un rapport accablant contre le Cameroun fait la une. Human Rights Watch accuse Yaoundé d'avoir renvoyé de force 100 000 Nigérians qui fuyaient les violences du groupe Boko Haram. L'armée camerounaise est, elle, accusée d'avoir perpétré des violences sur des demandeurs d'asile. Bienvenue à tous. C'est donc parti pour la deuxième édition de la SAMAO, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Les autorités politiques ont tenu à marquer de leur présence à ce rendez-vous du secteur minier en pleine expansion au Burkina. Sur la cérémonie officielle d'ouverture de l'événement, le compte-rendu signé de Salifou Belem et Oumar Zombré. Des coups de ciseaux et c'est parti pour le deuxième rendez-vous des acteurs du secteur minier ouest-africain. Plusieurs pays participent à cette deuxième édition de la SAMAO, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. À l'ouverture de l'aire d'exposition, le président et le ministre marocain des Mines visitent tour à tour les différents stands des compagnies minières. Cette deuxième édition de la SAMAO se tient dans un contexte marqué par une insécurité dans les pays du Sahel. Nonobstant ce que vous dites comme contexte d'insécurité, les sociétés minières sont installées au Burkina Faso et continuent à produire de l'or. Nonobstant justement ces questions de sécurité, la SAMAO a pu se tenir avec la présence d'un certain nombre de pays. Je crois que nous devons nous féliciter de cette confiance qui est toujours renouvelée au Burkina Faso et dire que le thème qu'ils ont choisi, qui vise à voir comment, par quelle stratégie, nous allons faire en sorte que l'exploitation minière qui est faite dans nos pays puisse servir à la croissance, au développement et à la création d'emplois. Je crois que c'est un thème qui est important et je voudrais saluer en tout cas tous les pays et tous les miniers qui ont accepté de participer à cette manifestation. Cette année, le Maroc est le pays invité d'honneur. Aziz Rabat, ministre marocain de l'énergie, des mines et du développement durable, se réjouit du choix de son pays. Mais au-delà de cette réjouissance, les deux pays veulent bâtir ensemble une coopération forte dans ce secteur. Entre le Maroc et le Burkina Faso, il y a une volonté qui est affichée pour aller plus loin en la matière. Nous avons déjà commencé à mettre en place un cadre de coopération, à mettre en œuvre ce cadre de coopération, pas uniquement rester dans tout ce qui est déclaration et protocolaire, mais aller plus loin, ressources humaines, recherche, développement, joint venture entre les entreprises. Nous sommes venus ici pour annoncer encore une fois que le Maroc et le Burkina Faso peuvent aller plus loin et que le Maroc est prêt bien sûr à intégrer la CEDEAO. Plusieurs communications, des panels et autres rencontres B2B sont prévues durant cette semaine. Et au cours de cette semaine, les sous-thèmes qui seront abordés toucheront les aspects liés, entre autres, au développement des infrastructures géologiques et minières, à l'exploitation minière face aux enjeux de la gestion durable des ressources naturelles et à la fourniture locale des biens et services. En plus des nouvelles réformes, la grande chancellerie des ordres burkinabés aménage dans de nouveaux locaux un ouvrage édifié pour traduire équité et justice. La clôture de l'atelier national de validation des réformes de la grande chancellerie a servi de prétexte pour inaugurer la nouvelle bâtisse. On fait le point avec Roger Cam et Aimé Solange Guigma. Un nouveau siège qui répond à la politique générale de la modernisation de l'administration pour abriter la grande chancellerie des ordres burkinabés. Une fierté que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a tenu à imprimer dans le livre d'or
à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration. C'est avec une grande fierté que j'inaugure en ce jour le siège de la Grande Chancellerie. On peut dire que la modernisation de l'administration est en marche dans cette institution républicaine. Nouveau siège, informatisation en cours, mise en œuvre bientôt de nouveaux textes. Félicitations pour ce bon travail. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, ramène des ordres. Ce joyau est composé d'une quarantaine de bureaux, de 3 salles de réunion, d'une salle polyvalente, d'un espace de détente et d'un hall central, le tout dans une architecture qui exprime la recherche d'équité et de justice. C'est donc un cadre de travail adéquat et moderne dont le coût total est estimé à 1,350 milliard de francs CFA qui est offert aux usagers et aux travailleurs de la Grande Chancellerie. Je voudrais, au nom de mes collaborateurs et à mon nom propre, vous exprimer ainsi qu'à votre gouvernement notre profonde gratitude pour avoir mis à notre disposition un si beau bâtiment qui nous permettra de mettre en application les dispositions tant prônées et recommandées pour la modernisation de l'administration par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il est prévu la réalisation d'un terrain de sport et l'informatisation de la Grande Chancellerie en vue de permettre aux travailleurs de promouvoir la citoyenneté et la bonne gouvernance à travers la culture du mérite. Cette cérémonie marque également la clôture de l'atelier national de validation des réformes de la Grande Chancellerie des ordres burkinabés. Ouvrons à présent un large chapitre consacré à la visite du président de la Banque africaine de développement donc au Burkina. Pour cette première visite au pays des hommes intègres, le président de l'institution financière annonce une batterie d'appui en faveur du PNDS. Pour commencer, les échos d'une audience à lui accordée par le chef de l'État, Moussa Ouedraogo et Maïmouna Ouedraogo. Pour cette première visite au Burkina Faso, le président du groupe de la Banque africaine de développement salue les efforts du président Roch-Marc Christian Kaboré pour développer son pays. Présente au Burkina Faso depuis 1970, la Banque africaine de développement y a beaucoup investi et pilote présentement 16 projets. Elle compte soutenir le Burkina Faso dans la mise en œuvre du PNDS avec de grands projets. On va faire le financement d'une centrale solaire en collaboration avec l'Agence française de développement, avec une capacité de 50 MW qui va aller beaucoup pour alimenter le pays en énergie. La Banque africaine de développement va engager dans le cadre du plan national de développement économique et social du pays dans l'agriculture. D'abord pour les zones cotonnières, pour la transformation de coton, parce que vous êtes le numéro 1 dans la production de coton en Afrique. Mais vous faites que la transformation de 1% de ça. Donc le chef de l'État était clair, il voulait voir la transformation de coton. Deuxièmement, c'est la Banque africaine de l'agriculture. Il faut le financement pour le secteur agricole. Donc la Banque africaine de développement va accompagner le pays pour mettre en place un système de financement qui est soutenable. Qui ouvre la possibilité du secteur privé pour financer le secteur agricole, pour le rendre comme un secteur de richesse. Nous avons fait beaucoup d'investissements dans l'infrastructure ici. Donc on va continuer à faire l'investissement dans l'infrastructure transnationale qui lie votre pays, le Burkina Faso, avec le Niger, avec le Ghana et avec Mali. La Banque africaine de développement accompagnera également le Burkina Faso dans la construction des pôles de croissance et pour la création d'emplois au profit des jeunes. Revenons à présent sur la réunion qui s'est déroulée dans la matinée de ce jeudi. Une séance de travail entre une délégation du groupe de la BAD et le gouvernement burkinabé. Les promesses faites en décembre 2016 à Paris tiennent toujours. La preuve dans ce reportage de Paouadrogo, Jean Zongo et Monkoun Dabiri. Adhésion totale de la BAD, la Banque africaine de développement, aux actions de développement du Burkina Faso. L'institution bancaire s'est engagée à financer le secteur stratégique
du Plan national de développement économique et social à hauteur de 900 millions de dollars américains, soit environ 500 milliards de francs CFA. Et c'est son président en personne qui l'annonce. Akouini Adesina se dit séduit par les progrès réalisés par le Burkina Faso. Malgré les conditions sécuritaires difficiles et la baisse du coût des matières premières, le Burkina Faso fait partie des 10 pays à forte croissance économique en Afrique. Et la BAD se dit prête à soutenir le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. La Banque africaine de développement va accompagner le gouvernement de Burkina Faso dans le secteur énergie. Il y aura les volets de énergie solaire. On va mettre en place, en collaboration avec l'Agence française de développement, une centrale solaire de 50 MW. Il y aura aussi les investissements dans le secteur énergie hors réseau. Dans le secteur de l'agriculture, l'appui de la BAD va se résumer à la mise en place d'une banque agricole et au développement des pôles de croissance de Bagré et du Souro. De ce soutien, l'institution financière entend apporter une plus-value à la production locale. Et cela passe par la création des unités industrielles. Le secteur cotonnier, vous êtes le premier producteur dans l'Afrique, mais vous ne faites pas que de transformation de 1%, de plus de 760 000 tonnes que vous produisez. Donc il faut le transformer, il faut qu'il y ait une industrialisation. Vous savez, le terre disponible, 9 millions d'hectares disponibles dans ce pays-là. Mais ce n'est pas tout à fait tout utilisé. Vous avez le bas-fond, 500 000 hectares de bas-fond qu'il faut exploiter. Et vous avez aussi la surface irrigable de plus de 233 000 hectares. Donc, moi, je suis convaincu que le Burkina Faso doit être le grenier dans le Sahel. À terme, l'apport de la BAD devra contribuer à une transformation structurelle de l'économie burkinabé d'ici à 2021. Et regardons de plus près un des projets de développement appuyés justement par la Banque africaine de développement, le secteur de l'énergie qui intéresse plus d'un. Un projet d'électrification des zones périurbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso a été lancé ce jour. Le tandem État burkinabé et BAD entend booster l'activité économique locale et partant répondre aux besoins énergétiques des populations. Paul-David Bambara et Mamadou Ba pour plus de détails. L'énergie électrique pour faire le bonheur des habitants du quartier Bonheurville, arrondissement 7 de Ouagadougou. L'électricité arrivera également dans les autres zones périurbaines de la capitale et de Bobo-Dioulasso. Cet engagement du gouvernement burkinabé se matérialise ici avec l'implantation de ce poteau électrique. Ces projets visent donc à restructurer et à étendre les réseaux de distribution d'électricité dans plusieurs quartiers lotis et habités, mais non encore électrifiés, et ceux partiellement électrifiés, à renforcer les postes de transformation existants, à créer de nouveaux postes de transformation, ainsi qu'à réaliser des branchements au profit des populations de ces deux grandes villes. Les différents intervenants qui se sont succédés à la tribune saluent les efforts du gouvernement qui visent à accroître l'accès de la population aux services énergétiques modernes. Afin de parer aux difficultés liées au coût du branchement dans les ménages, nous demandons au gouvernement de prendre des dispositions pour la réduction du coût de branchement électrique dans les ménages. De l'énergie électrique pour tous les citoyens burkinabés, tel est l'objectif ultime. Et pour y parvenir, il va falloir miser davantage sur le solaire, estime le président du groupe de la Banque africaine de développement. Dieu avait fait les choses très importantes. Nous avons donné la lumière là. Ça brûle parfois, n'est-ce pas? La chaleur là. Mais c'est ça qu'on doit transformer en énergie. Tout ça là, ça coûte rien. Il faut qu'on l'utilise. La mise en œuvre du projet d'électrification des zones périurbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso va coûter plus de 31 milliards de francs CFA. Il est cofinancé par l'État burkinabé et la BAD avec une durée d'exécution de 4 ans.
La suite de ce journal avec un top départ lancé pour le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Une dizaine de pays sont invités pour accompagner le Burkina dans sa réflexion sur le tourisme interne. Les grandes articulations de la 12e édition du CITO avec Urbain Benito Somé et Marguerite Douagneau. Un clin d'œil sur le Zomkom, la boisson traditionnelle burkinabé à base de petits milles offerte aux étrangers en guise de bienvenue. C'est l'hospitalité légendaire du pays des hommes intègres qui est mise en exergue à l'ouverture du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Tourisme interne, enjeux et défis, c'est sous ce thème que se tient la 12e édition du CITO. Le contexte sécuritaire qui met à mal la planète tourisme, il faut rectifier le tir et trouver des solutions à l'interne. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'aucune voix extérieure ne saurait mieux chanter les louanges et les merveilles du Burkina Faso en dehors des nôtres. C'est pourquoi nous avons décidé de promouvoir le tourisme interne en faisant la promotion de la destination du Burkina Faso à l'endroit de nos fils et filles de la nation. Les pays de la sous-région ouest-africaine connaissent les mêmes difficultés liées à la crise dans le secteur touristique. Et pour le Niger, pays invité d'honneur du CITO 2017, c'est une nécessité absolue de promouvoir le tourisme pratiqué par les nationaux. Il est extrêmement important pour nous aujourd'hui de faire en sorte que nos concitoyens apprennent à voyager, apprennent à découvrir leur pays. Beaucoup d'entre vous relèvent d'autres régions, elles ont étudié d'autres régions, mais elles ne connaissent pas véritablement ce qui se passe là-bas. Mais si elles y vont, elles vont voir des visus, ce qu'elles ont appris à l'école, et c'est très très important. Nous avons déjà commencé avec les scolaires. Le CITO Acte 12 s'inscrit dans la continuité, mais non sans innovation majeure. Et cette année, c'est l'intégrité qui est mise en avant, avec un prix qui sera décerné à une personnalité physique ou morale. En réalité, c'est par l'intégrité que le Burkina Faso est connu. Ce n'est pas par les plages, ni par d'autres sites, mais c'est surtout par l'intégrité. C'est une valeur qui est reconnue au Burkinabé et donc en retour qui est assumée par les Burkinabés. La vitrine du tourisme africain donne à voir cette année encore les richesses et les potentiels touristiques d'ici et d'ailleurs, et cela du 28 septembre au 1er octobre prochain au pavillon Soleil Levant du CIAO. Plusieurs activités sont au programme du CITO 2017, dont un colloque international sur le thème du salon. Pendant ce temps, la capitale abrite un congrès panafricain sur les fistules obstétricales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 3 millions de femmes dans le monde souffrent de cette pathologie. La Fondation Rama et les associations sœurs de la CEDEAO entendent trouver la solution définitive pour vaincre ce mal qui ronge les femmes africaines. Roger Kam, Zalissa Sanfo. C'est une maladie honteuse. Cette maladie ne fait ni mal à la tête, ni mal au ventre. Mais elle vous procure tellement la honte que vous préférerez un jour le suicide. En cette définition, toutes les femmes ici, victimes de fistules obstétricales, se reconnaissent. Elles sont 2 à 3 millions et demi de femmes dans le monde à en souffrir. Et au Burkina Faso, chaque année, ce sont 800 nouvelles femmes qui portent ce poids de la honte, selon le ministère de la Santé. À ce 2e congrès panafricain, organisé par la Fondation Rama, ce sont des stratégies qui sont recherchées pour ôter ce poids à toutes ces femmes. Il s'agit de créer une concertation entre les différentes associations membres des pays de la CEDEAO qui sont présentes d'ailleurs dans la salle et de voir comment est-ce que nous pouvons agir, avoir une unité d'action pour pouvoir très rapidement éliminer ce fléau. Les fistules obstétricales sont curables et évitables. Mais pourquoi c'est si dur? Pourquoi beaucoup de femmes doivent encore en souffrir? Pour le ministre de la Santé, les premiers responsables sont la communauté et le système sanitaire. Dans la communauté,
On a une fistule parce que on marie les filles ou les femmes trop tôt, avant la maturité gynécologique. Elles accouchent trop tôt, au moment où le bassin n'est même pas encore développé, et le travail compliqué qui dure, qui n'est pas pris en charge, aboutit à cette invalidité. Au niveau des formations sanitaires, nous n'avons toujours pas le maillage du territoire avec les personnes qualifiées, et les femmes ne viennent pas assez tôt dans les formations sanitaires. Fédérer les énergies pour intensifier la lutte. Ce combat sera désormais mené sous la houlette de Marie-Louise Compaoré, la nouvelle ambassadrice de la lutte contre les fistules obstétricales. Le combat passe également par des infrastructures sanitaires adéquates. Dans le quartier Samandin de Ouagadougou, les populations poussent un ouf de soulagement et pour cause. Elles disposent d'un centre médical rénové. Un natif du quartier est à l'origine de cette réflexion, la personne du PDG de Abdoul Service, soutenu par les autorités politiques. Le point de la cérémonie avec Yacouba Gamene et Nathalie Savadogo. Le centre médical urbain de Samandin présente un nouveau visage, un bâtiment rénové, de nouveaux équipements, bref, un cadre beaucoup plus confortable, non seulement pour les agents, mais aussi pour les patients. Une réalisation à mettre à l'actif du président directeur général de la société Abdoul Service. Aider la santé, c'est aider vraiment la population de Burkina Faso. Ici, on n'a pas dit le dispensaire de Samandin, quelle qu'en soit ta race, quel qu'en soit là où tu viens, dès que tu te sens pas, tu viens ici, on va vraiment s'occuper de toi. Voici ce qui m'a motivé à vraiment donner un coup de main vraiment pour le dispensaire de Samandin. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassa Kandé, et le ministre de la Santé sont là pour la réception. Les mains chargées de cadeaux, ils rendent visite au nouveau-né du centre. Nous saluons à sa juste valeur cet engagement citoyen en offrant au centre médical urbain de Samandin un important lot de matériel médico-technique et surtout un important lot de matériel pour la prise en charge de la mère et de l'enfant. La valeur globale se situe à environ 30 millions. Je félicite et encourage le PDG Abdoul Service qui nous fait vivre ce matin vraiment des valeurs africaines, des valeurs du pays des hommes intègres, qui est le partage, qui est la solidarité, qui est la générosité, qui est l'hospitalité. Le PDG Abdoul Drogo a aussi remis des enveloppes de 50 000 francs CFA aux 13 bébés nés dans la semaine. Pour les autorités présentes à cette cérémonie, le geste du donateur devrait susciter des émules pour ceux qui ont réussi. On parle à présent lutte contre l'insécurité alimentaire. Le concept est encore d'actualité malgré les efforts consentis. Et voici que la FAO brandit sa toute dernière arme, un nouveau cadre de programmation pays pour la période 2017-2020. C'est une vision commune entre le gouvernement burkinabé et les parties prenantes pour une plus grande performance des politiques de développement agricole. Issa Kafando et Kadi Sanogo nous en disent plus. Le cadre de programmation pays, CPP, de la FAO est un document de planification de la contribution de cette organisation onisienne aux efforts du Burkina Faso dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet atelier de diffusion du CPP est une tribune qui réunit toutes les parties prenantes, notamment les partenaires techniques et financiers, les organisations de producteurs, le secteur privé et la société civile. Il marque le départ de la mise en œuvre de ce programme pour la période 2017-2020. Un projet qui est axé sur 3 domaines prioritaires. Le premier, c'est bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec un focus particulier sur le renforcement de la résilience des populations face au changement climatique. Ça c'est l'axe prioritaire 1. L'axe prioritaire 2 va concerner un peu les revenus des populations vulnérables.
comment faire en sorte qu'à travers les productions agro-silvo-pastorales, on puisse améliorer les revenus des populations. Ça, c'est l'axe prioritaire 2. Et l'axe prioritaire 3, c'est la gouvernance du secteur rural. C'est un programme qui est fédérateur, c'est un programme qui est participatif et c'est un programme qui prend en compte aussi les référentiels existants dans notre pays qui sont en cours de mise en œuvre. Au cours de cet atelier qui va durer une journée, le document du cadre de programmation pays sera présenté aux participants à travers une communication. C'est aussi une opportunité pour recueillir les orientations et recommandations de ces différents acteurs pour la mise en œuvre réussie de ce programme. Ouagadougou va abriter du 5 au 7 octobre prochain des assises nationales de la coopération décentralisée. C'est un cadre voulu par les autorités pour partager les bonnes pratiques en matière de décentralisation. Une conférence de presse a été animée ce matin pour situer sur les enjeux de ces assises. Le compte rendu avec Nongba Kouda et Tanga Kafando. Plus de 1000 participants, tous acteurs de la décentralisation, sont attendus à Ouagadougou avec des idées, des expériences, mais aussi des projets selon le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les assises nationales de la coopération décentralisée constituent donc une opportunité pour les maires, les présidents des conseils régionaux et les présidents des comités de jumelage de tisser des partenariats ou de réchauffer ceux qui existent déjà pour des investissements au bonheur des populations de leur collectivité. Nous avons initié un temps fort d'échange, de débat et de réflexion collective entre les collectivités territoriales burkinabées et leurs partenaires du Nord et du Sud, autour des thèmes suivants: coopération décentralisée et autonomisation des collectivités territoriales. Les assises nationales de la coopération décentralisée se distinguent des autres rencontres jadis organisées à Ouagadougou par son caractère ouvert et multilatéral, une singularité dont se félicitent les organisateurs. Contrairement à ces rencontres, les présentes assises que nous organisons du 5 au 7 octobre s'ouvriront aux acteurs de tous les pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Cette édition est l'occasion de relancer la coopération décentralisée qui a connu une période de léthargie et rassurer les partenaires extérieurs, notamment ceux du Nord, sur le renforcement de notre processus de décentralisation. Le budget alloué à l'événement est de 200 millions de francs CFA, dont 50 millions comme contribution de l'État, 50 millions comme soutien de l'ambassade de France, 60 millions de la coopération suisse et plus de 20 millions de l'association des maires français. C'est une journée célébrée depuis 12 ans, celle du droit d'accès à l'information. Cela peut paraître banal dans un contexte où le numérique est des plus accessibles. Avez-vous le sentiment d'avoir accès à l'information? La question a été posée à des citoyens et une autre également a été posée aux professionnels des médias. Ont-ils toujours accès aux sources d'information? Suivez le dossier que nous proposent Bilidou Bazongo, Saturnin Paré et Ali Traoré. Informer, c'est là l'essentiel du travail journalistique. Consommateur des œuvres des journalistes, le public se nourrit chaque jour de millions d'informations à travers le monde. Un droit reconnu à tout citoyen. Il est consacré par nombre d'instruments juridiques tels la Constitution burkinabé en son article 8. Nous avons remarqué que depuis l'avènement, la disparition tragique de Norbert Zongo et de ses compagnons, le droit à l'information a beaucoup évolué au Burkina Faso et de plus en plus nous voyons que les journalistes en tout cas font ce qu'ils peuvent pour nous informer, pour que nous soyons en phase avec les différents événements. Il faut dire que depuis l'insurrection de 2014, il y a eu des avancées notables en matière d'accès à l'information. Et depuis ce temps, la population n'a plus peur d'aller vers la presse et de donner un certain nombre d'informations aux journalistes. Selon certains consommateurs, il revient aussi aux citoyens de jouer sa partition. La presse, écrite comme logiciel, fait un effort. Mais le Burkinabé a un problème, parce que le Burkinabé préfère apprécier les rumeurs au lieu d'aller à l'information juste. Et au-delà de tout cela, même ceux qui se disent instruits, peuvent passer toute une journée sans chercher de l'information.
L'exercice du droit d'accès à l'information revêt deux aspects. Le droit pour les citoyens d'être informés de ce qui se passe dans son environnement et même ailleurs, mais aussi et surtout le droit pour les professionnels des médias d'avoir accès aux sources d'information. Les confrères se battent effectivement pour donner l'information aux populations, mais seulement ils travaillent dans des conditions très difficiles. Alors je pense que aujourd'hui, pour avoir accès à certaines sources, ce n'est pas une mince affaire. Dans l'administration, il faut dire que le droit d'accès n'est vraiment pas une réalité. Dans ce sens que vous partez aujourd'hui dans un service, soit on vous dira le patron n'est pas là, soit on vous dira il faut que je parle à la hiérarchie. D'où l'intérêt pour les journalistes de se spécialiser dans des domaines comme le journalisme d'investigation pour aller fouiner, révéler ce qui est caché. Et pour faire ce travail-là, ce n'est pas aisé. La presse burkinabé dans son ensemble a connu une nette évolution en matière de droit à l'information. Cela est dû à un travail qui a été fait de la part des journalistes, mais aussi de l'autorité étatique. En tant qu'organe de régulation, le Conseil supérieur de la communication a vraiment participé à la mise en place d'une loi portant sur l'accès à l'information du citoyen. Et nous espérons qu'avec cette loi-là, l'accès à l'information va évoluer. Même si des efforts sont consentis pour faire du droit à l'information une réalité, il faut reconnaître que de nombreuses difficultés demeurent. Et cette journée consacrée à l'occasion sonne comme une interpellation pour une application effective de ce droit dans tous les pays du monde entier. On en vient à cet autre titre de l'actualité. Thomas Sankara, La liberté contre le destin, est le titre du dernier ouvrage biographique de l'écrivain Bruno Jaffré. Cette œuvre, l'auteur la juge comme complète dans un flot littéraire portant sur le père de la révolution burkinabé. L'ouvrage a été présenté au public burkinabé en présence de nombreuses personnalités. Rasmane Zoundi et Nathalie Saoudogo pour le compte-rendu. C'est un ouvrage d'environ 500 pages. Thomas Sankara, La liberté contre le destin, selon l'auteur, est l'ouvrage le plus complet sur le père de la révolution burkinabé. L'ouvrage revient sur la biographie de Thomas Sankara, son projet politique et le scénario de son assassinat. Un ouvrage qui va permettre à la jeune génération d'avoir une connaissance approfondie de cette expérience révolutionnaire et de son leader. L'objectif était d'en faire un tout, puisque j'ai écrit une biographie et un livre qui se veut être un bilan qu'il faudrait réécrire d'abord sur ce qui s'est passé pendant la Révolution. Mais c'est un livre qui se veut en tout dans la mesure où il doit se suffire à lui-même, puisque dans ce livre, il y a une courte biographie de Thomas Sankara, il y a une présentation succincte de son projet politique, et il y a un article sur son assassinat et l'affaire en justice. Le préfacier souligne ici la portée historique de cette publication qui intervient 3 ans après l'insurrection d'octobre 2014. Pour lui, l'inspirateur de ce soulèvement n'est autre que Thomas Sankara. Les 3 dernières années dans notre pays, on a beaucoup parlé de Sankara. Si vous avez regardé l'insurrection populaire, il y avait beaucoup de Sankara dans la rue, il y avait beaucoup d'images de Sankara, les jeunes se référaient à lui. C'est une très bonne chose. Donc on a vu Sankara partout. Et dans le même temps, il y a comme un paradoxe de ce Sankara partout et Sankara nulle part. Parce que finalement, dans nos comportements individuels, dans nos actions collectives, dans nos politiques publiques, il manque beaucoup d'inspiration de ce qu'a été Sankara, de ce qu'a été ce grand homme. Son nouvel ouvrage est disponible à l'Institut Free Afrique et au centre de presse Norbert Zongo. Un autre ouvrage fait parler de lui au Cameroun. Celui-ci, moins volumineux certes, mais tout aussi poignant, révèle des exactions commises sur les demandeurs d'asile. L'ONG Human Rights Watch a présenté son dernier rapport accablant Yaoundé et l'armée camerounaise. Il en ressort que près de 100 000 Nigérians ayant fui les exactions de Boko Haram ont été refoulés par le Cameroun. C'est un rapport accablant contre le Cameroun. Human Rights Watch accuse le pays d'expulsion de masse de réfugiés nigérians ayant fui leur pays à cause des exactions du groupe djihadiste Boko Haram. L'ONG de défense des droits humains explique les conditions de rapatriement forcé de ces réfugiés.
Au cours de leur voyage, des enfants ont été séparés de leurs parents. D'autres sont décédés à cause des situations horribles qu'ils ont vécues pendant des semaines ou des mois dans ces régions frontalières camerounaises éloignées, sans oublier les conditions épouvantables dans certains camps de déplacés au Nigeria. Intitulé « Forcés à monter dans des camions comme des animaux », ce document de 60 pages fait également état de tortures et de traitements inhumains infligés aux réfugiés et demandeurs d'asile nigérians. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, interdit le renvoi des réfugiés au nord-est du Nigeria jusqu'au retour de la stabilité dans la zone. L'information de la découverte d'une cache d'armes à Abidjan est relayée dans les parutions du jour. La sécurité au Burkina mise à rude épreuve avec le décès de 2 gendarmes a également été commentée par les journaux du jour, lus pour nous par Touobouam Evelyne Dabiré. Les parutions de ce jour annoncent que 2 gendarmes ont été tués dans une embuscade à Djibo. C'est un convoi de carburant appartenant à une société minière basée dans la région qui est tombé dans une embuscade sur l'axe Tongomael-Inata, informe aujourd'hui au Faso. Et c'est le véhicule de tête chargé de la sécurisation du convoi qui a sauté sur cet engin explosif, informe ce journal. Une situation qui amène le pays à s'interroger. Notre armée a-t-elle les capacités réelles en termes de logistique et de compétences humaines pour apporter la réponse nécessaire aux assaillants? Existe-t-il véritablement une stratégie de sécurité et conduite avec les hommes qu'il faut? De la réponse à ces questions dépend très fortement la sécurité de la nation, conclut le pays. Autre sujet d'actualité, la découverte d'une cache d'armes à Abidjan. La Côte d'Ivoire se serait-elle hérissée de caches d'armes? Question de l'observateur Palga. Une découverte qui rappelle une autre fête courant mai à Bouaké. Mais cette fois, explique aujourd'hui au Faso, c'est en plein cœur d'Abidjan, dans un gymnase abandonné au quartier d'Atekoubé, que la découverte a été faite. Des fusils d'assaut, des AK-47, des grenades, des lance-roquettes, des obus, bref, un arsenal qui donne la chair de poule, explique ce journal. Inquiétude justifiée car la tension est montée d'un cran au dernier congrès du RDR où était absent Soro pour cause de non-invitation, renchérit aujourd'hui au Faso. Pire, poursuit ce journal, depuis juin, Soro et Alassane Ouattara ne se sont plus parlé. Les hypothèses sont nombreuses, mais une chose est sûre, un tel arsenal n'était certainement pas destiné à un quelconque projet de braquage, encore moins à la chasse au gros gibier, constate l'observateur Palga. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Une nouvelle équipe s'installe pour des informations du week-end à 20h. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.